Laurent, Roland, Tonenkes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien du service public La Nation qui parle du règlement de la situation politique au Niger, nouveau sommet de la CEDEAO à Abuja. Laurent Roland Tonenkes. Oui, je crois qu'avec les voix qui s'élèvent, en tout cas, toutes les réactions qu'on a au sein de l'opinion publique au niveau de l'Afrique, il est normal que les chefs d'État se revoient pour repenser leur position, parce que j'estime que la première décision qui a été prise, notamment celle d'intervenir militairement au Niger, pour moi, n'est pas la meilleure option. Il faut aller à la table de négociation, de discussion avec les putschistes. Je doute fort qu'on puisse, avec même l'option militaire, ils puissent revenir en arrière, en tout cas ramener les putschistes à la raison. La meilleure option, c'est de réfléchir avec eux, discuter avec eux pour dire, écoutez, quels sont, en tout cas, ils ont déjà exposé ce qu'ils reprochent au régime Bazoum, bien évidemment au régime qui a précédé même Bazoum. Et donc, il y a des problèmes à régler. Que faire pour régler les problèmes qui existent, pour éviter qu'à l'avenir, qu'on ait des coups d'État? En 2010, dans ce pays, le Niger, on a connu un coup d'État avec Mamadou Tandja. Et donc, quand 10 ans ou 13 ans après, malheureusement, on en arrive à avoir encore un coup d'État, ça veut dire qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, même, celui qui subit un coup d'État maintenant, celui-là fait partie de ceux qui ont applaudi le coup d'État qui a été fait contre Mamadou Tandja en 2010. Donc cela suppose que vous avez apprécié un coup d'État à un moment donné, mais est-ce que vous avez réussi à régler les problèmes que les populations ont soulevés à l'époque en renversant le régime de Mamadou Tandja? Et donc quand on fait le bilan, on se rend compte que oui, malheureusement, des choses n'ont pas été réglées. Des puissances continuent d'exploiter les ressources du Niger, continuent d'installer leurs bases au Niger pour assurer leur domination, en tout cas au niveau de la sous-région dans une certaine mesure, pendant que le peuple, une grande partie du peuple, compris dans la misère. Donc, les problèmes sont là à régler. Donc, je crois que ce nouveau sommet doit pouvoir amener les chefs d'État à la raison. Et je crois que aussi, vous voyez le chef d'État du Bénin qui disait que par tous les moyens, il fallait les ramener à l'ordre constitutionnel. Je crois qu'aujourd'hui, il est en train de revoir sa posture. Et certains parmi eux, compte tenu des réactions dans leur pays, ont compris que l'option militaire n'était pas la meilleure option parce que tout le monde allait en tout cas, être impacté négativement par cette situation. Vivement qu'au cours de ce sommet qui aura lieu jeudi, qu'ils retrouvent les chefs d'État de la CEDEAO retrouvent l'inspiration, en tout cas, nécessaire pour savoir quoi dire, quoi faire, pour ne pas embraser la sous-région. Parce que un faux pas au Niger, toute la région va en pâtir. Je vous ai entendu parler de, comment dire qu'il fallait que les chefs d'État retrouvent la raison, retrouvent l'inspiration nécessaire, parce que selon vous, entre-temps, ils l'ont perdu, c'est ça? Entre-temps, j'estime qu'ils se sont alignés derrière la France, malheureusement, appelons chat. Quand on regarde un peu... Continue de penser que je continue de le penser, et c'est moi qui... Je pense, et j'assume. Je dis, quand vous regardez les réactions, en tout cas les décisions prises au niveau de la CEDEAO et les réactions de la France, de l'Union européenne, de l'OTAN, ça montre clairement qu'il y a un problème qui se pose. Oui, mais en même temps, auriez-vous souhaité que l'on soutienne la junte? Les populations, si je réponds, surtout quand si je réponds, on me dira que je ne vous apprends rien, Laurent. Permettez que je finisse. Je ne vous apprends rien, mais vous savez justement que dans la sous-région, on a déjà 3 situations du genre. Alors, il s'agit ici d'y aller de la manière forte pour que cela ne se perpétue. Parce que si dans le cas du Mali, on a voulu y aller avec la manière peut-être douce, et aujourd'hui, évidemment, on sait quelle est la situation au Mali, la transition en cours, mais on ne sait pas si justement l'aboutissement sera heureux, si le plan sera respecté. Au Burkina, c'est la même situation. En Guinée, c'est la même situation. Donc, dans le cas du Niger, est-ce qu'il ne faut pas mieux justement taper du poing sur la table, y aller de la manière forte pour justement que ce genre de situation ne se perpétue sur le continent? Alors, vous avez dit qu'il y avait... Parce que la question qu'on peut se poser, et je finis là-dessus, la question qu'on peut se poser de manière tout à fait normale aujourd'hui, c'est après le Niger, à qui le tour?
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites bien de poser la question, à qui le tour? Votre chute m'intéresse. Vous avez évoqué 3 cas qui existaient déjà. Et que, bon, avec la... On a essayé de gérer de manière pacifique. Voilà. La Guinée, quel a été le problème? L'autre a fait un coup d'État constitutionnel, ce qui est contraire aux thèses de son pays. Vous êtes d'accord avec moi? La CEDEAO a réagi à l'époque? Non. Les Guinéens ont dû prendre leur destin en main pour réagir. Et la suite, ça a été un coup d'État. Et on sait très bien ce que Alpha Condé promettait avant d'être président de la République. Mais quand il a été président, qu'est-ce qui a changé véritablement dans son pays? On commence par là. Quand vous allez au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené les gens à réagir? Il y a une base militaire, en tout cas de la France au Mali. On nous a parlé de Barkhane. Les gens sont là et pourtant les Maliens mouraient tous les jours. Et d'ailleurs, même pas une seule personne, au moins des dizaines de personnes qui mouraient régulièrement. Et dans le même temps, le président de la République, son fils, se foutait pas mal des populations maliennes parce qu'il vivait dans une insolence, en tout cas je dirais une opulence. Une opulence, voilà. Une opulence insolente. Et donc, c'est ça qui a amené les gens à réagir au Mali. Quand vous prenez Kaboré, au Burkina Faso, Kaboré, à un moment donné, a eu tellement de problèmes, mais pour les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles dans son pays, il s'est arrangé pour, je dirais, faire une complicité avec celui qui était chef de file de l'opposition. Zéphirin, son nom m'échappe. Et donc, il pensait qu'il contrôlait tout. Et dans le même temps, il y avait question de terrorisme dans le pays. Il y avait des problèmes. Attendez, il y avait des problèmes à régler. Et dans ces pays, certaines populations manquent du minimum. Et pourtant, ces pays ont des ressources. Les coups d'État, différents coups d'État qu'on a eu dans ces pays, les gens ont posé des problèmes, ont évoqué un certain nombre de choses. Mais entre-temps, après les 3 coups d'État là, est-ce que la CEDEAO, à un moment donné, s'est penchée sur la question de la gestion des pays en demandant aux chefs d'État de revoir leur posture, leur manière de gouverner dans leur pays et de gérer de façon efficiente les ressources des pays? Est-ce qu'à un moment donné, la CEDEAO s'est penchée sur ça? Il ne faut pas attendre qu'il y ait coup d'État pour montrer que ceux qui ont fait coup d'État ont tort. Je ne fais pas la politique de coup d'État parce qu'il ne faut pas qu'on dise que... Voilà, mais ce que je dis, c'est très simple. Le Niger, les Nigériens ont posé un problème. Et le problème qu'ils ont posé, c'est bien clair. Depuis des années, une puissance exploite les ressources du sous-sol du Niger. Les Nigériens sont dans la pauvreté. On en connaît plein dans ce pays. Il y a quelques années, c'est les Ghanéens qui étaient shoemakers dans ce pays. Aujourd'hui, c'est les Nigériens. Pourtant, dans leur pays, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le pétrole. Quand même. Alors, et attendez. C'est un discours que je comprends parfaitement. Maintenant, parce qu'on cherche à comprendre les causes du mal. Et ça, c'est un fait. Mais quand après ça, il y a une base. Non, c'est pas fini. Il y a une base quand on a fini de dire ça, Laurent. Il y a une base militaire des Américains, des Français au Niger. Est-ce que ça a réglé... parler de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça a réglé le problème du terrorisme? Bien sûr. Tout ça, ce sont les causes du mal. Je suis totalement d'accord avec ce discours. Mais quand on a fini de dire ça, aujourd'hui, on a une situation à laquelle on fait face avec le Niger. Donc, comme je le dis, 4e coup d'État dans la sous-région. Il faut réagir face à cette situation. De toute façon, le mal est fait. Donc, comment on réagit de manière efficace pour décourager? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et après, on peut travailler maintenant. Ahmed Arikpa, j'insiste là-dessus. Oui. Les problèmes sont là dans tous les pays qui restent. Quand vous prenez le Bénin, bien sûr. Mais dans le cas du Niger aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous prenez le Bénin a son problème. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire avec Ouattara, qui s'apprête peut-être à aller encore aux élections, malheureusement, peut-être il y a un challenger qui est décidé. Heureusement pour lui, peut-être, il y a un challenger qui est décidé, Henri Konabédié, mais qui s'apprêterait peut-être à aller encore aux élections. Quand vous allez en Guinée, Bissau, il y a Embalo Sissoko qui a... Attendez. Ça, c'est pour éviter les coups d'État. Non, attendez, laissez-moi finir. C'est pour éviter la survenue d'autres coups d'État. Laissez-moi finir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour gérer le problème du Niger actuellement? Je vous dis, le cas nigérien, il n'y a plus de possibilité, à mon avis. Donc, finalement, voilà, quand on tient ce discours, c'est pour dire que le coup d'État est consommé. Mais écoutez, le cas est là, le truc, la situation est là, tout le monde voit. Malheureusement, si on devait réagir... C'est vrai que la CEDEAO parle de prise en otage.
Il parle de prise Puisque en otage. le président Bazoum reste le Et président il refuse de démissionner. démocratiquement élu, Jusque-là, il n'a et pas jusqu'à démissionné. présent, on n'a pas démissionné. Oui, vous savez, l'autre a été pris en otage aussi. Finalement, ça a été consommé. Alpha Condé. Je n'applaudis pas ce qui s'est passé. Je dis, autant mieux discuter avec ces gens-là. Et que ces chefs d'État-là, qui appellent à une intervention militaire-là, aillent revoir leur gouvernance dans leur pays. En tout cas, dans le même ordre d'idée, oui. Pour prévenir les coups d'État, ils n'ont qu'à revoir leur Oui. gouvernance dans le Oui. pays. Parce Ça, que, c'est pour prévenir, justement. oui, c'est tout simple. c'est pour- Il vaut mieux carrément discuter avec les gens et s'assurer qu'ils ont vraiment une bonne ambition, ou alors mettre en place un mécanisme de contrôle, de sorte que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, que la jeune quitte le pouvoir pour redonner le pouvoir aux civils. C'est la meilleure option. Autrement, On part en même temps, donc sur la même droite ligne que le Mali. Le la Burkina. situation du Niger, beaucoup de personnes sont montées au créneau, ont prévenu pour dire que Bazoum pouvait subir un coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir, allez fouiller. Vous allez voir, beaucoup de personnes l'ont dit. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait à l'époque pour interpeller Bazoum, pour prévenir ce coup d'État? Oui. C'est de ça qu'il est question. Oui. Tout ça, c'est la prévention, comme je le disais tout à l'heure. Mais évoluons, Laurent Roland Tonné. Oui, il vaut mieux évoluer. Parce que sinon, ils diront qu'on fait encore l'apologie de coup d'État. Oui, malheureusement. Alors, avec Dabarou, on peut lire ce matin, toujours sur le même sujet, nouveau sommet de la CEDEAO sur la situation politique du Niger vers une résolution pacifique. C'est une interrogation et je pense que c'est aussi le même point de vue que vous avez sur le sujet en tout cas. Il faut une résolution pacifique, voilà. Régler les problèmes qui existent dans les autres pays pour prévenir désormais les coups d'État. C'est très simple. En parlant de problèmes justement pour prévenir les coups d'État, c'est vrai qu'en parlant des causes du mal tout à l'heure, on a entre autres cité l'extrémisme violent, le terrorisme. Dabarou en parle également ce matin sous la forme que voici, chômage des jeunes dans le Borgou et la Donga, une passerelle pour l'extrémisme violent. Oui, le terreau favorable pour l'extrémisme violent, c'est que ces personnes qui sont animées de mauvaise foi viennent dans les localités dire aux jeunes, vous voyez, vous êtes ici, mais ceux qui dirigent à Cotonou ne tiennent pas compte de vous, ne vous considèrent pas. Et ils leur donnent de l'argent parce que c'est des gens qui ont les moyens, qui mettent à disposition des jeunes et qui les enrôlent, malheureusement, en leur faisant un lavage, comme on dit, un lavage de cerveau. De cerveau. Oui, et voilà, les instrumentaliser, les manipuler pour qu'ils deviennent des problèmes pour leur pays. Et en l'état aujourd'hui, vous savez, les gens ont fait d'aller installer une base en griffe au nord Bénin pour nous dire qu'ils sont en train de nous sécuriser, d'accord, mais les gouvernants béninois doivent ouvrir les yeux parce que dans une certaine mesure, aujourd'hui, quand on dit qu'on a découvert des ressources au nord Bénin, dans le sous-sol du nord Bénin, dans une certaine mesure, c'est un piège. Le piège, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Niger, et donc on doit faire très attention. Faire très attention, c'est de trouver des projets qui prennent en compte les jeunes dans ces localités, des jeunes qui sont désœuvrés, déscolarisés, les prendre en charge et mettre en place un système d'accompagnement, de suivi de ces jeunes, plutôt que de les laisser comme ça. Parce que déjà, dans certaines localités, ils ont un problème de pluie, la sécheresse, qui fait que quand ils vont la terre, ça ne produit pas, ils n'ont pas de revenus. Et donc déjà, ils n'ont plus d'activité parce que c'est des milieux où il n'y a pas d'activité, ils n'ont pas d'emploi. Et quand ils sont là, ils doivent vivre quand même. Le QDAM qui vient leur donner un peu de moyens, faire un lavage de cerveau pour leur faire comprendre que les gouvernants ne pensent pas à eux. Et je crois que ces personnes arrivent à les convaincre, à les maîtriser et faire de ce qu'ils veulent. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui avec l'extrémisme violent. Les gouvernants doivent repenser leur manière de faire les choses et s'intéresser davantage à ces jeunes qui sont dans ces zones en griffe, je dirais, abandonnées ou bien sans ressources pour éviter le pire. C'est très important. Restons accrochés aux causes du mal. On parlait donc de la survenue de ces nombreux coups d'État sur le continent. Laurent Roland Tonné-Kess, au rôle de ces causes justement du mal, il y a également le sentiment anti-français. Et le Béninois libéré en parle également, Matin Libre aussi. La tribune donc de Rick Tchak pèse ce sentiment anti-français qui grandit en Afrique francophone, Laurent. Oui, le sentiment anti-français va grandir en Afrique francophone. Je crois que la France doit pouvoir comprendre et regarder la vérité en face. De l'esclavage à la colonisation, on nous dira que la France nous a apporté un certain nombre de choses, je suis d'accord.
C'est vrai que c'est un discours que beaucoup ne partagent pas en plus parce qu'ils nous ont apporté des choses, mais nous, en nous exploitant. Et quand on regarde ça, on a quitté l'esclavage, on est venu dans la colonisation. La colonisation, aujourd'hui, on nous a dit que nous sommes indépendants, pardon. Malheureusement, ça fait 63 ans que nous sommes indépendants. Mais ils continuent de nous dicter les lois. Alors, quand c'est comme ça, et que des gens, il y a une nouvelle génération de citoyens dans ces pays, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience amène à détester la France, malheureusement. Parce que le système politique français a toujours utilisé cette force de domination pour manipuler les pays, en tout cas les pays de l'Afrique francophone. Et déjà, ça commence par la monnaie. Si le CFA que je dois utiliser doit continuer à être coupé dans un village de la France et que la France doit toujours continuer à décider de combien il faut mettre à disposition de tel ou tel pays et que quand on a un problème, la France s'arrange, en tout cas, elle a le levier en main pour geler les avoirs, bloquer les ressources de chaque pays, il y a un problème. Nous ne sommes pas encore indépendants. Quand nous avons des ressources et que c'est la France qui viendra les exploiter, fixer le prix, l'uranium à 27 000 francs, aller les vendre à plus de 150 000 francs ailleurs. Si la France doit venir acheter du cacao en Côte d'Ivoire, aller en France avec le cacao ivoirien et les vendre à la Turquie, par exemple, alors qu'elle ne produit pas de cacao. Et donc, elle vient acheter à vil prix pour aller vendre ça cher pour conforter son économie. Les gens ne continueront pas à aimer la France. Et donc, la France doit pouvoir comprendre aujourd'hui que oui, il y a une nouvelle génération. Parce que dans la perspective des indépendances, il y a une génération d'élite qui a été positionnée, excusez, malheureusement, à la tête de certains pays. Et certains parmi eux ont réussi à installer ce que nous appelons la France-Afrique aujourd'hui, notamment les Omar Bongo Ondimba, les Félix Houphouët-Boigny, dans une certaine mesure. Et il y a dans la même veine certains chefs d'État qui se sont révoltés, notamment les Thomas Sankara qui ont fini par comprendre, les Patrice Lumumba. Et on a vu comment ils ont été assassinés froidement. Et donc, quand la génération là, parce qu'à l'époque, on utilisait les proches amis pour éliminer ceux qui étaient les gênants. Et c'est un peu le cas de Lumumba avec Mobutu Sese Seko, c'est le cas de Blaise Compaoré avec Thomas Sankara. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans la continuité de Houphouët-Boigny, Ouattara qui a accordé les îles comment vous appelez, Blaise Compaoré, à qui il a même donné, il aurait donné à l'ancienneté ivoirienne. Vous comprenez que la mentalité n'a pas changé chez certains, malheureusement. Et une nouvelle génération comprend, parce qu'aujourd'hui, peut-être dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas, la population n'était pas aussi nombreuse. Et donc, les quelques pauses qu'on peut voir, c'est que quand vous finissez d'étudier, automatiquement, il y a un travail qui vous attendait. Aujourd'hui, les jeunes finissent d'étudier, les diplômes sont sous la main, la licence, le master, le doctorat, et puis, n'ont pas d'emploi. Parce que les ressources de leur pays, si ces ressources étaient bien gérées, on pouvait trouver des moyens de créer des conditions de travail, de créer de l'emploi et de créer créer un climat des affaires. C'est vrai qu'un climat des affaires est bien créé au Bénin, mais le climat des affaires ce n'est pas le climat des affaires qui fait le problème, c'est la création d'entreprises qui fait le problème. Des entreprises qui durent dans le temps, qui puissent recruter des jeunes. Et donc quand les jeunes, dans une certaine mesure, se retrouvent dans ces difficultés, ces jeunes vont se révolter. On le dira. On dira que ce n'est pas bien. Mais à un moment, faute à la France ou aux dirigeants africains? Oui, non, c'est le jeu de la France. Justement. Si tant est que c'est la France qui mène le jeu. Non, malheureusement, les dirigeants sont liés. Parce que beaucoup pas mieux sont liés. Il y a ceux qui peut-être ont voulu faire, parce qu'ils savent qu'ils peuvent continuer à mettre à disposition les ressources de leur pays, à la France, à la disposition de la France, les ressources de leur pays. Ils peuvent faire un coup d'État constitutionnel. Personne n'en parle, le cas d'Alpha Condé. Ils peuvent mal gérer le pays, personne n'en parle, le cas du Mali. Ils peuvent se foutre de tout le monde. Kaboré au Burkina Faso, personne n'en parle, parce que la France ne parlera pas, parce que la France a toujours son intérêt en jeu. Et Ouattara peut décider de faire un troisième mandat, parce qu'il continue d'être un valet de la France. Un
Ali Bongo Ondimba, malgré son état de santé, continuera à dire qu'il est candidat parce que le pétrole du Gabon continue d'être la chose de la France dans une certaine mesure. Parce que la commission a déclaré sa candidature recevable. Non, écoutez, vous savez... Roland Tonekes. Oui, la commission c'est qui? Oui, vous savez que... La commission, c'est qui? Pour être candidat à une présidentielle, il faut Ahmed passer des tests de santé. Ahmed Arikpa, la commission, c'est qui? Il faut faire des tests de santé. La commission, c'est qui? Et quand la commission en charge valide la candidature, c'est que le candidat est bien portant. Le test de santé, c'est fait par qui? C'est que le candidat est bien portant. Le test de santé, c'est fait par qui? Pour prétendre donc au Ce qui est sûr, les chefs d'État aujourd'hui en Afrique, la grande partie, surtout en Afrique francophone, ils sont liés. Certains parmi eux ont envie de faire des coups d'État constitutionnels et ils savent que tant qu'ils sont liés à la France, ils sont attachés à la France, personne ne les dérangera et personne ne les bougera. Mais c'est le jour où ils commencent par tourner le doigt à la France que quand il y a un problème, la France prête main forte à d'autres personnes. Macky Sall se fout le bordel dans son pays depuis des mois. La France est là. La France ne parle pas. Donc, la France, en réalité, le prolongement de la France, c'est la CEDEAO, malheureusement. Parce qu'on voit que les mêmes réactions sont observées des côtés. Vous allez voir que... De part et d'autre. De part et d'autre. Donc, vous allez voir peut-être que le sommet de jeudi va s'aligner peut-être sur une nouvelle résolution de la France. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Macron veut à tout prix utiliser la force. Certains chefs d'État de la sous-région ont fini par comprendre. Parce que quand le Sénat nigérien dit attention, attention, il y a un problème. Un forum de sénateurs, notamment nigériens, qui sont contre. Parce qu'étant dans la zone nord, justement, très proche du Niger. C'est entre 1500 et 2000 km de frontière quand même. Et donc, il y a un problème qu'il faut régler. Donc, moi, j'estime que le problème, le sentiment anti-français aujourd'hui, c'est la France même qui occasionne ça. Il est temps que la France prenne ses responsabilités en libérant les pays francophones. Nous avons été colonisés, nous avons subi l'esclavage. Les enfants les plus valides, c'est Samouran qui l'a dit, les enfants les plus valides de l'Afrique ont été arrachés. Le continent noir. Et aujourd'hui, ils sont en Martinique, ils sont en Guadeloupe, mais on sait comment est-ce que ces personnes aussi, en Martinique, en Guadeloupe, sont traitées. Et aujourd'hui, vous continuez d'exploiter nos ressources à vil prix et vous maintenez la population en difficulté et vous demandez que la population ne doit pas réagir. Les gens vont continuer à vous détester aussi longtemps que vous serez en Afrique à faire ce que vous faites. Laurent Roland Tonekes, très poli sur le sujet. Autre sujet sur lequel j'aimerais justement vous faire réagir, Laurent. Le Béninois libéré, on parle complot autour du président Talon pour 2026. Silence inquiétant de Gbadamassi, de sources proches du député. Il est farouchement remonté contre ses amis. Oui. On peut le voir au milieu des deux, enfin, du chef d'État, de l'ancien chef d'État, Boboni Yahi, et Patrice Talon. Gbadamassi qui, en fait, espérait... Je ne trahis aucun secret, être représentant du Bénin dans un pays de la sous-région. À ce qu'il paraît. Pendant que... À ce qu'il paraît. Oui, pendant que d'autres ont déjà été nommés. Et c'est ça le plus drôle. On a nommé Gildas Akonkan, l'honorable Akonkan, ambassadeur du Bénin au Niger. Au Niger. Il fait le tour des présidents d'institutions pendant que son pays ferme la frontière au Niger. Oui, bon, en attendant. Non, mais écoutez... Puisque les frontières sont fermées. Non. Que voulez-vous qu'il fasse? Non, il continue de faire le tour des présidents d'institutions pendant que son pays ferme la frontière avec le Niger. Oui. Donc, il fait le tour en attendant que les frontières ne soient ouvertes. Est-ce que l'agent du pouvoir va recevoir ses lettres de créance? J'attends de voir comment ça va se passer. Attendons de voir. Donc, l'autre aussi on aurait nommé peut-être la dame du Nigeria, des Affaires étrangères, peut-être que le poste aurait été vacant. Malheureusement, la dame est encore en poste. Et donc, notre monsieur professeur titulaire est encore silencieux parce que peut-être cher professeur titulaire de Cher, qui a perdu lamentablement les élections en 2023, est resté silencieux parce que on connaît. Vous savez, si maintenant s'il était député, je vous assure que vous l'auriez déjà entendu sur plusieurs fois sur plusieurs sujets. Et donc ce silence inquiétant ou pas? C'est pas inquiétant, c'est silence obligé. Obligé? Il est obligé de se taire pour parce que quoi? Peut-être qu'il est au laboratoire pour sortir une nouvelle thèse de cours de droit. Il est en train de faire des travaux de recherche. Mais moi, écoutez, je sais pas je ne suis pas... Il ne faut pas être heureux du malheur des gens. Bien sûr, mais je pense que Gbadamassi, qui n'est pas député, est un boulevard ouvert pour Patrice Talon.
Parce que je sais que si Balansi était candidat, je suis sûr qu'à partir de 2025, c'est celui qui va monter au créneau parce qu'on l'a vu, hein, sous Kékou, sous Boniaï, il fait partie des premières personnes souvent à monter au créneau pour montrer clairement que bon, lui, il est dans la nouvelle dynamique, hein, donc il n'est plus avec vous. Et donc aujourd'hui, il n'est plus député, malheureusement, et donc il est obligé de garder le silence pour espérer que le chef suprême de la mouvance lui fasse confiance en l'envoyant quelque part pour aller un peu glaner quelque chose sur la main pour sa famille. Parce que malheureusement, ceux qui ont perdu les postes, n'ont pas été réélus députés, beaucoup parmi eux ont été déjà nommés. Le cas de notre cher Médégan Fagla qui est chargé de mission à l'Assemblée nationale. Il y a Razoumé aussi qui a été nommé aussi chargé de mission à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de personnes parmi eux. Il y a Gidas qui est nommé, Agonka qui est maintenant nommé ambassadeur. On a pu voir d'autres personnes nommées. Donc, du coup, certains comme Gouvernement attendent toujours leur tour. Et quand on attend son tour, on ne parle pas ouya-ouya. Parce que quand tu parles ouya-ouya, tu peux faire des erreurs de communication. Je connais très bien le directeur de cabinet de Gouvernement, celui-là, je ne citerai pas son nom, mais je sais qu'il se reconnaît, qui fait un travail énorme. Parce que tout ce que Gouvernement dit parfois, où on trouve une logique parfois de droit dans ce qu'il dit, ou bien une logique de science politique dans ce qu'il dit parfois, c'est le fait d'un monsieur qui l'assiste depuis des années, mais qui fait un travail remarquable. Et donc, oui, peut-être que la consigne maintenant, c'est qu'il se taise, qu'il observe et qu'il attend peut-être 2025 pour commencer à parler. D'accord, ben attendons de voir. En tout cas, concernant toujours la situation au Niger, pour revenir très rapidement là-dessus, l'indépendant précise qu'en application de la décision de la CEDEAO concernant les sanctions, eh bien, des camions sont bloqués à la frontière Bénin-Niger. Laurent Roland Tonei, qu'est-ce? Il faut que Patrice Talon dise au chef d'État de la CEDEAO le jeudi prochain que les décisions n'arrangent pas son pays. On peut prendre une décision ensemble, mais on peut à un moment donné pour dire, ah écoutez, c'est vrai que ce que vous dites là, ça devait amener les politiciens à réfléchir. Mais moi j'ai besoin de faire des affaires pour mon pays. C'est vrai que c'est un prix à payer, parce que même le Nigeria qui coupe la fourniture de l'électricité au Niger, cela n'est pas sans marque à gagner pour le pays. Oui, mais écoutez, ne comparez pas le Nigeria au Bénin. C'est juste pour dire que c'est un prix à payer. Et pour la restauration de l'ordre constitutionnel dans la sous-région de manière générale. Embalo Sissoko ne partage pas de frontière avec le Niger. Il s'en fout des mesures que vous allez prendre parce que lui n'a aucun problème sur le plan économique dans cette mesure. La Côte d'Ivoire de Ouattara ne partage pas de frontière. En tout cas, lui s'en fout de ce que vous allez dire dans cette mesure. Pour vous dire quoi? Il faut ouvrir les yeux. On partage une frontière. Non, écoutez, nous sommes ensemble. Allez, nous sommes ensemble. Attends, on va pas revenir sur ce sujet. Nous sommes ensemble, mais chacun a ses intérêts. La Côte d'Ivoire, Ouattara va utiliser la force pour dire oui, allez à la force. Parce que lui, là, il sait qu'il est sur la sellette. Et qu'il sait que ce qu'il fout dans son pays, en voulant être encore candidat, que les gens ne sont pas d'accord avec lui, il faut qu'il utilise la force pour intimider les gens dans son pays. Donc, ne tenez pas compte de la position de certains chefs d'État. Parce que vous aurez des difficultés. Le Bénin va fermer les frontières. La Côte d'Ivoire continuera à vivre parce que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, économiquement, est bien portant, mieux que le Bénin. Donc, la Côte d'Ivoire continuera à vivre. Comment vous appelez la Guinée-Bissau de Embalo Sissoko continuera à vivre. Un certain nombre de pays qui ne partagent pas de frontières, le Ghana, ces pays vont continuer à vivre. Et vous, votre économie va prendre un coup. Vos concitoyens vont avoir des difficultés pour vivre. Je crois qu'il vaut mieux ouvrir les yeux et dire clairement à l'État, ok, oui, il faut sanctionner le Niger, mais trouvons d'autres moyens parce que nous, là, nous aurons des difficultés sur le plan économique. Le port est l'un des leviers économiques de notre pays. Et donc, quand on ferme les frontières avec le Niger, c'est que nous prenons un coup. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. Il n'y a pas de mal à dire que oui, nous pouvons vivre, alors que vous êtes déjà élite au sommet et que vous n'avez pas de difficultés. Ceux qui ont des difficultés, c'est les transporteurs. Ceux qui ont des difficultés, c'est nos bonnes dames de marché. Ce sont nos épouses qui, au marché, vont acheter l'oignon à 200 francs l'unité ou bien 100 francs l'unité. Ce sont ceux qui font des activités au niveau des frontières avec le Niger. C'est autant de choses. Ce n'est pas les élites. Et il faut que les élites, à un moment donné, sachent raison garder, sachent quoi faire pour ne pas rendre la vie difficile à leurs concitoyens. Quand le Nigeria avait fermé la frontière avec le Bénin, ce n'est pas Patrice Talon qui a souffert, ce n'est pas ces ministres qui ont souffert, c'est ceux qui font des activités dans cette zone-là qui ont souffert. Ce sont les transporteurs qui ont fait ce sont les transitaires qui ont eu des difficultés, ce sont les opérateurs économiques qui vendent des véhicules sur les parcs qui ont eu des problèmes. Donc, autant de choses. Moi, je pense que Patrice Talon doit pouvoir s'asseoir, avoir le courage de dire à ses chefs d'État, oui, sanctionnons le Niger, trouvons des moyens,
Mais attention à l'économie de mon pays, parce que moi, j'ai besoin de ressources pour continuer à faire des choses dans mon pays. En parlant des transporteurs, Laurent Roland, Antonin Kess, bonne nouvelle pour eux quand même, hein, et pour tous les citoyens de manière générale. L'État béninois subventionne à 40 francs CFA le litre d'essence. L'Indépendant en parle ce matin. Est-ce que c'est une subvention antérieure à la décision d'amener l'essence à 680? Si c'est ça, Il je faut crois faire que un tour ce parce matin dans les hier stations pour voir. hier encore, j'ai pris l'essence à 680. 680. D'ailleurs, même je suis allé dans les stations, le monsieur me dit, mais c'est Il y en a pas? 680. Il y en Il a dit, pas. mais j'ai l'information. J'ai l'habitude d'aller dans les stations, pardon. Mhm. Et donc, il a continué à sourire. Et j'ai surpris même une conversation entre le pompier et quelqu'un d'autre que je ne vais pas relayer, mais j'ai compris que les gens ont des difficultés dans le pays se plaignent. Et donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, moi, je fais partie de ceux qui pensent que aujourd'hui, on doit pouvoir trouver un mécanisme pour subventionner les produits pétroliers dans ce pays. Parce que les gens ont déjà des difficultés. On est à 650, vous amenez à 680. 30 francs de plus. Quand même. Là, on parle de subvention de 40 francs. Il faut aller vérifier. Oui, c'est pourquoi je dis. Après, donc, cette augmentation. Parce qu'on sait comment ça se passe. Hein. Les gens viennent. En venant ce matin, j'ai remarqué une certaine affluence au niveau de 2 stations. Je ne sais pas si... Bon, non, il y a toujours d'affluence. Même pas plus tard qu'hier soir, il y avait d'affluence dans les stations. Vérifier. J'ai fait le tour de 3 stations avant de pouvoir trouver une troisième avant de pouvoir m'appeler. Mais ce que je veux dire, parfois on justifie pour dire oui, c'est parce qu'on a subventionné que c'est 680. Sinon, ça aurait été 720. Peut-être bien. Non, écoutez. Peut-être bien. Mais non, ça veut dire que vous ne faites pas foi, c'est ça, au propos J'attends de voir. Du porte-parole du gouvernement. Je suis déjà allé à la station hier soir. Mais je ferai un tour. De toute façon, je vais jeter un coup d'œil sur les tableaux des stations pour voir si réellement c'est subventionné, c'est une nouvelle décision ou bien c'est antérieur à l'augmentation notée, donc, je pense, en fin de semaine écoulée. Laurent Roland, Antonin Kess avec l'Indépendant, on peut également dire ce matin, magouille et persistance des mauvaises pratiques au Bénin, l'Obsu, au cœur de graves soupçons de malversation. Je dirais juste ceci. J'ai apprécié, félicité il y a quelques jours ici, Alexis Donald Akapo et son équipe, Judica Yadoukon, tout ceux-là, tout le Bataclan de l'Obsu, pour les résultats obtenus. C'est une chose. Mais qu'il souffre ce matin que si jamais les preuves étaient établies qui sont coupables, je n'hésiterai pas à aussi les livrer. Parce que malheureusement, on parle de promotion de la jeunesse ici, dans ce pays. Et le véritable problème de la jeunesse, c'est les jeunes. Et donc, tout jeune à un poste de responsabilité doit pouvoir montrer le bon exemple au point où on continue à faire confiance aux jeunes et balayer tous ceux qui sont, ceux qui, après 70 ans, se considèrent encore jeunes, à 80 ans, disent qu'ils sont encore jeunes, ne sont pas encore au soir de leur vie. Tant que les jeunes ne prendront pas confiance, les vieux qui ont tout fini, comme l'autre aurait dit, des espaces, bon, je ne vais pas dire ce qu'il a dit. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. De toute façon, que les jeunes prennent conscience, et j'aime bien. S'il y a des gens qui sont coupables, on parle de délit d'initié, je veux bien comprendre. Moi, je crois que je suis quelqu'un, je fouine beaucoup, mais je sais que Donald Alexis Akapo ne se laissera pas faire, en tout cas, pas qu'il faut aller cacher les preuves. Mais s'il y a des gens qui sont coupables ou complices chez lui, qu'il soit la première personne à dénoncer, à les livrer plutôt que de chercher à couvrir. Sinon, il va subir aussi ça. Ça fait déjà quand même 7 ans ou 8 ans qu'il est là, parce qu'il est là depuis 2016. Et donc, il n'a pas bougé. Et avec son adjoint, qu'il nous dise clairement ce qui se passe. Vivement qu'ils ne soient pas les vrais coupables dans ce dossier. Laurent Roland, Antonin Kess, avec Matéli, on peut dire ce matin, vecteur d'identité socioculturelle, le panégyrique clanique face à l'épreuve des temps modernes. Connaissez-vous votre panégyrique? Oui, je connais mon panégyrique clanique. D'accord. Oui. Vous pouvez nous en faire part, c'est possible? Je suis haï, non. C'est vrai que je ne peux pas tout déclarer. Commencez déjà? Non. Commencez? Non, je sais que... Prouvez-nous que vous maîtrisez. Je connais, de toute façon, je ne vous blague pas. Je l'appellerai tout à l'heure pour voir si elle le maîtrise. Qui ça? Évidemment. Qui ça? À qui posez-vous la question? Non. À qui posez-vous la question? Non, je sais que le panégyrique clanique, c'est quelque chose de... Pour moi, en tout cas, c'est surprenant. Parfois, dans certaines situations, quand on commence par déclamer ça pour des enfants ou bien des personnes qui sont en colère, ça les apaise dans certaines mesures. Ça la calme, justement. Voilà, ça les calme. Donc, ça a son sens dans notre culture africaine, au-delà de tout.
nous venons de quelque part et nous allons quelque part, je le dis. Et puis, je pense que c'est des choses à promouvoir. Parce qu'en fait, je suis chrétien, évangélique. J'ai eu une certaine, je ne sais pas, hein, j'ai eu un certain niveau dans mon monde évangélique. Mais j'estime que tout n'est pas rejeté dans notre culture, en fait. Parce que ceux qui pensent que notre culture est mauvaise et que tout ce que nous faisons, c'est mauvais, je me serais en faux pour dire, tout n'est pas à rejeter. Il y a des choses, parce que dans même le panégyrique clanique, on a une partie de l'histoire de sa famille, une partie de l'histoire de sa collectivité, en tout cas de ses grands-parents, de ses arrière-parents, de ses ancêtres. Et donc, tout n'est pas à rejeter, parce qu'au-delà de tout, quand on aura tout laissé, c'est qu'il y aura au moins la culture qui nous restera. Le français ne connaît pas ce qu'on appelle Akomlamla. Justement. Et Mlamid Akochi, quelque part, comme les frères Salanon le font si bien d'ailleurs, il y a Sainte et Bienvenue Salanon qui font un travail remarquable en la matière et qui arrivent à dénicher, en tout cas à aller à la source pour avoir les panégyriques et à mettre sur des supports aux personnes qui sont intéressées. Donc, c'est des choses à promouvoir pour que nous puissions avoir parfois cette identité-là à promouvoir, à sauvegarder. C'est très important. Les panégyriques claniques, donc, à l'épreuve des temps modernes, c'est à lire ce matin avec le quotidien Matin Libre. On va peut-être finir à présent, Laurent Roland Todenkes, par le Béninois libéré qui parle du départ en fauteuil comme grabataire et retour en fanfare retentissant. Le DDJ se demande à juste titre si Atao Renouho est guéri. Atao Renouho est guéri. Vous ne l'avez pas vu sourire et faire bain de foule. Donc, il est guéri. Ou bien les gens souhaitaient le voir encore en fauteuil roulant. Peut-être de retour en fauteuil roulant aussi, peut-être. Ou bien qu'on le mette dans un hamac comme un roi. C'est ce que les gens voulaient. Donc, de toute façon, Atao Renouho est rentré. Oui. Que dire de ce retour? Je ne sais pas si on en a parlé. Mais il jouit de sa liberté. Oui. Il jouit de sa liberté. Il était parti en prisonnier. Il est revenu en libéré. Donc c'est une bonne nouvelle. Et vivement que ceux qui étaient partis peut-être... Vivement que d'autres puissent revenir comme lui. Libéré, en liberté. Tout autant... Parti en prisonnier, il revient en liberté. Quand même, on ne peut pas être... contre le bonheur de quelqu'un, même si on estime qu'il était sous... Écoutez, vous allez voir, on a vu l'autre revenir pour nous dire qu'on nous a dit que sa peine a été annulée. Il était encore vu. Donc, entre-temps, Atao Renouho a purgé sa peine sur le lit d'hôpital en France. Il est resté à l'hôpital en France, enchaîné tout le temps au lit. Et bon, comme son temps est arrivé, il est libéré. On a enlevé la chaîne et puis il est rentré chez lui. Vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez être contre le monsieur? Non, mais je ne pense pas que ce matin, ce titre du quotidien Le Béninois libéré renvoie à une idée d'être contre Atao Renouho. C'est juste un questionnement. Écoutez, Atao est rentré. C'est juste un questionnement. Atao Renouho est rentré, contentons-nous de ça. Il faut avouer que c'est un retour des plus surprenants. Oui, mais écoutez, c'est pourquoi c'est ce que je vous dis, laissez Atao jouir de sa liberté. Il a eu la chance d'être libéré, d'aller payer sa peine sur l'île depuis en Europe. Mais vous pensez que c'est donné à tout le monde que d'être en prison ici et de partir payer sa peine en France et de revenir libre? Ce n'est pas tout donné à tout le monde. Il faut avoir une certaine notoriété, une certaine popularité qui peut servir plus tard quand même. Bon. D'accord, je vous vois venir. Je vous vois venir, Laurent Roland Todenkes. Allez, merci.